le Pitch Club. Bonjour, bonsoir, bienvenue au Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Alors cette semaine, on a un nouvel invité, Franjo Reno. Franjo pour les intimes. Franjo, bonjour, bonsoir. Bonsoir, ouais, c'est Franjo pour tout le monde maintenant. C'est Franjo pour tout le monde. Ouais, Franjo Reno, c'est trop long. D'accord, on va en parler après. Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditrices et auditeurs du podcast ? Moi, je fais de la scène depuis plus de 5 ans et des vidéos en même temps depuis un moment. Et je suis très régulièrement au Paname depuis 2018, quoi, à peu près. D'accord. Pour préciser, on enregistre le podcast au Paname, dans la cave, là où les humoristes viennent jouer tous les soirs. Oui, sur scène. Et pour préciser encore plus, on est actuellement sur la scène. C'est-à-dire que là, Voilà. t'as le panneau Paname derrière toi. Voilà. Et t'as la Les chaises salle vides. face à toi. Exactement. Ouais. Les chaises vides. Et donc vidéaste, stand-upper. Ouais, vidéaste et stand-upper. Ouais, c'est à peu près ça qui résume tout ce que je fais, quoi. Des vidéos et de la scène. D'accord. Alors justement, en termes de vidéo, là, au moment où on sort le podcast, tu venais de sortir une vidéo sur la chasse Ouais. Ouais. qui marche assez bien. On Ouais. a vu les taux de partage en fait, moi, je suis community manager aussi à côté, et c'est vrai que ça a une vidéo qu'on peut dire qui est virale. C'est hallucinant, les chiffres sont dingues. J'ai regardé, ça fait une semaine. T'as combien de partages? Enfin, je sais pas, c'est des dizaines Ouais, de milliers c'est- de partages maintenant, presque en. Ouais, la chasse, c'est un peu calme d'habitude. Enfin, Ah ouais. ouais, je pense que j'ai dû faire 20-25 000 partages. Mais le dernier pass sanitaire, par exemple, le 1, il a fait plus de 200 000 partages, tu vois. C'est incroyable. Et ouais, c'est marrant. Enfin, et les gens qui viennent sur Facebook, et quand ils aiment bien, ils partagent. Et donc, ouais, ça fait pas mal de vues, ça, c'est assez cool. Surtout sur Facebook. C'est quelque chose auquel toi t'es habitué maintenant, ou parce que t'en fais beaucoup des vidéos, pourtant enfin, c'est souvent partagé autant? En fait, je me suis rendu compte que quand il y a quelque chose qui est très, on va dire, très casual, j'ai envie de dire, j'ai le mot anglais qui vient, ça fait le mec qui se la pète, mais c'est Alors vas-y, précise. Casual. Pour montrer que je la comment pète on dit pas. casual je sais pas, c'est ce mot-là en tête. C'est quand j'ai quelque chose qui a pas vraiment, qui est juste du divertissement. Voilà, juste Ouais. du divertissement. Ça a fait rarement autant de partage que quelque chose où il y a un fond avec un sujet sensible ou voilà, le but de dénoncer un truc ou de montrer ou de mettre en évidence certains problèmes qu'on vit actuellement. Ça fait beaucoup de partage parce que les gens sont contents de le voir. Et c'est un peu la soupape, en fait. Donc c'est pour ça que toutes ces vidéos où je montrais un peu l'absurdité des certaines mesures sanitaires, il y avait énormément de partage parce que les gens se disaient mais c'est exactement ce qu'on vit et c'est absurde. Et donc du coup, je le partage pour montrer. Et ça me fait du bien d'en parler avec les gens. Et comme lui, ce type moi, donc Franjo, qui joue tous les personnages, de vivre de mettre en avant ce qu'on vit tous les jours, toutes ces absurdités, ça me fait du bien de le voir, quoi. D'accord. Alors, Ouais, Mousse, ce format-là, c'est récent, non? Parce qu'en général, il y a toujours d'autres gens avec toi. Là, maintenant, t'es tout seul. Bah, il y a encore des gens avec moi. En fait, ça a commencé, c'est simple, c'est qu'en fait, Covid, une semaine de confinement, on peut voir personne. Personne n'est chaud pour sortir, tout le monde respecte le confinement. Même avec dérogation, parce que les gens, je sais pas si vous vous souvenez, mais mais fallait remplir une dérogation. même ouais, pas. c'est ça. Au premier jour de confinement, mais les gens ne voulaient même pas sortir, quoi. Oui. C'était l'angoisse totale. On Oui. croyait qu'on allait mourir. Enfin, il y avait une vraie angoisse, quoi. Il y avait vraiment des vidéos qui tournaient avec des Chinois qui mouraient dans la rue. On ne savait Ah oui. pas ce qui nous arrivait, quoi. donc travailler avec des gens, ça devenait compliqué parce que les gens avaient vraiment peur, quoi. Et moi le premier, hein, je me disais, Oui, c'est normal. c'est quoi ce bordel? J'ai même pas envie de voir mon cadreur parce que ça se trouve il est malade. Donc en fait, je suis tout seul chez moi avec mon frère que j'ai isolé une semaine parce que j'étais pas sûr. Tu l'as mis où? Dans la grotte? Ouais, je l'ai mis au loin et ma sœur aussi. Je l'ai enfermé en haut à l'étage et je lui ai envoyé des bouts de pain comme ça. Des têtes de première. poisson. Voilà. Marie Reno, qui Marie d'ailleurs Reno. Marie joue Reno. aussi Passe au le bonjour à Paname. Marie Reno. Et à Voilà. ton frère aussi. Et JR. Jean-Rodolphe. Voilà. Qui passe souvent au Paname aussi. Oui. Ouais. Et donc, du coup, je suis tout seul chez moi et je me dis comment faire une vidéo avec plusieurs personnages, sachant que j'ai pas de comédien. Donc, je me suis dit, je vais tout faire tout seul. Donc, filmer, jouer et faire tous les personnages. Et ça, c'était un challenge de ouf parce que je devais, du coup, avoir ma doublure qui était donc mon frère, moi jouer, faire ma réplique avec mon autre moi, et revenir et jouer tous les personnages comme ça. Et ça a donné le premier contrôle de confinement qui a cartonné. Et après, j'en ai fait une sorte de série sur le Covid. Et en fait, c'est le Covid qui m'a poussé dans mes retranchements, qui m'a fait faire un autre type de contenu que j'aime bien. C'est-à-dire que je joue tous les personnages
et je mets en scène les mesures un peu absurdes qu'on vit depuis maintenant 1 an, quoi. D'accord. Donc te mettre en difficulté pour simuler la création. En vrai, ouais. En vrai, ouais, je me suis dit, s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais pas fait ce nouveau contenu, quoi, que j'aime bien en fait maintenant. J'y avais pensé, mais je m'étais jamais lancé. Alors on va parler des vidéos un peu plus tard. Là, on va pas revenir sur ta biographie. Donc tu viens du 77, Ouais. Seine-et-Marne, Melun. Melun, ouais. Melun, c'est loin. Raconte-nous, c'est quoi Melun? C'est quoi la vie à Melun C'est quoi la vie de Melun. Franjo à Melun Melun, c'est confinement à 18h depuis 20 ans. Même avant, non? Même avant. Non, Melun, c'est très calme. Disons que c'est un peu... c'est loin, quoi. C'est loin, d'autant plus que les transports pour y aller sont compliqués, donc ça rend les choses plus difficiles. Passer 22h30, il y a plus de train, il y a des bus. C'est compliqué. Enfin, ouais, c'est dur, quoi. Melun, c'est pas Paris, quoi. En fait, c'est beaucoup d'inconvénients de Paris, sans les avantages aussi. Mais il y a des avantages quand même de vivre à Melun. Il y a des avantages de vivre à Melun. En fait, il y a des avantages de vivre juste à côté de Melun. Entre Fontainebleau et Melun. Parce que moi, je suis pas vraiment à Melun. Là, t'es dans Je la suis banlieue dans de la Melun. forêt. Moi, je suis vraiment dans la forêt, quoi. Donc Ah, t'es un homme des bois. Moi, je suis pas un homme de la ville. Et vraiment, je me rends compte que si le matin, j'ai pas, il y a trop de bruit, il y a des gens et tout, les appartes, je ne supporte pas Paris, quoi. Je suis vraiment un mec de la campagne, quoi. Vraiment, Et entre Fontainebleau et Melun, c'est quoi pour toi la différence? l'argent. Ça, Les gens sont riches à. c'est le blé, à quoi. Fontainebleau. Ouais. Non, les gens sont plus. Ça se voit que c'est plus cher à Fontainebleau et il y a une gentrification assumée à Fontainebleau, quoi. Et quand t'étais plus jeune, t'étais plutôt Fontainebleau ou Melun plutôt? Donc quand tu J'étais entre les deux. traînais. J'étais encore Et, moins que Melun. Ouais. J'étais entre les deux. Enfin, un truc qui s'appelle Chartrette et Un petit bled. un petit bled, c'est 30 € le mètre carré. Et, non, c'est perdu. C'est la campagne, quoi. Ouais, t'as la forêt. Moi, je vis dans la forêt. Enfin, je traverse Oui. la route, j'ai la forêt. J'ai pas vécu le confinement, le premier, quoi. Enfin, j'étais dans la forêt, quoi. Oui, On m'a puis dit là- la forêt est interdite. Ah oui, c'est une Je zone. vis dans la forêt, quoi. C'est ça. Puis c'est une zone sauvage parce que c'est le parc du Gâtinais, le parc régional du Gâtinais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est forêt de Fontainebleau est immense. Et moi, le premier confinement, je l'ai pas vécu. J'étais pas enfermé chez moi, j'étais dans la forêt, quoi. Donc je l'ai pas mal vécu comme les autres, quoi. Est-ce que tu as des aptitudes par rapport à la forêt? Est-ce que tu sais couper du bois, chasser? Je connais très très bien la forêt de Fontainebleau, ouais. Je connais ouais, ça c'est. Moi, tu me donnes un vélo. Par cœur. Ouais, je connais par cœur. Je te fais guide touristique facile. En fait, comme tu es artiste actuellement, ma question c'est par rapport à ça. Dans ton enfance, dans ta jeunesse, est-ce qu'il y avait déjà des premiers trucs que tu as fait en lien avec l'artistique? Est-ce que tu jouais dans des pièces? Est-ce que tu étais dans des écoles de musique? Des premiers trucs artistiques au début, j'avais fait de la musique, ouais. J'avais fait de la guitare. Ouais. Et j'avais commencé à chanter. Et avant de faire ce métier, j'avais chanté dans la rue avec ma sœur, avec la guitare ouverte, et sur la Côte d'Azur d'ailleurs. C'était un super souvenir. On a chanté 1 mois d'affilée, tu vois. C'était quand? Tu t'en souviens? C'était en 2013-14, je pense. C'était avant le stand-up. Avant le stand-up. Et vous faisiez quoi, répertoire à chansons françaises? Chansons françaises populaires ou américaines, enfin les gros titres, quoi. Avec les paroles, tout en anglais, bien. Ouais, à 2 voix. Et voilà, on chantait dans la rue comme ça. Mais c'est venu comment cette idée-là? Ah bah, c'est moi qui ai demandé à Marie de le faire. J'ai dit t'es chaud, on achète un cube là, on branche le micro et la guitare avec des piles et on se met comme ça dans la rue. On chante. Et en fait ça nous a apporté, enfin moi ça m'a apporté beaucoup au niveau scénique, quoi, parce que tu te mets dehors et tu chantes tous les soirs et la mise en danger est folle. Et après ça m'a quand même apporté en fait sur le stand-up, où j'ai eu finalement beaucoup moins peur ensuite de monter sur scène, quoi. D'accord. Parce que franchement, tu montes sur la promenade des Anglais, les gens te calculent pas et en fait tu désacralises un peu la scène et t'as moins peur ensuite d'être en public, quoi. Ouais, donc t'as une immunité naturelle contre le bide. Voilà. Ouais, j'ai Et- bidé mais de ouf. Vraiment, les gens m'écoutaient pas. J'étais un clochard, quoi, qui faisait la manche. Non mais c'est vrai. Alors, je faisais pas ça pour l'argent, je faisais ça pour l'expérience, tu vois. Il fallait demander une autorisation à chaque fois à la Ouais, mairie. faut demander, mais on l'a pas demandé. Ouais. Et les flics nous regardaient, et ils chantaient avec nous, ils s'en foutaient, tu vois. Ouais, Donc, parce que vous importunez pas les gens, en fait. Non, ouais, on est tranquille, quoi. Donc ça, c'est ta première expérience avec du public, on va dire. C'est ma première expérience avec du public, c'est un peu ça, ouais. C'était chanter dans la rue, voilà, avec guitare ouverte pour libre participation. Un peu comme le chapeau, quand on joue au chapeau sur scène.
Bon, plus maintenant au Paname, mais avant c'était comme ça, quoi. Alors justement, est-ce que par rapport à ça, comment c'était l'humour est venu à toi, parce que tu dis que ça t'est venu un peu tard, donc c'était 2013, il y a pas longtemps. Quels sont tes premiers souvenirs liés à l'humour? Est-ce que tu te souviens de ta première vanne? En fait, j'avais fait un IUT avant de faire ça, et il y avait Un IUT de quoi? IUT de gestion des entreprises. Ah ouais, rien à voir. Je pensais pas m'en servir un jour. Et finalement, je m'en sers 3-4 ans après, alors que je n'étais pas censé. Enfin bref, c'est un détail. Et il y avait un atelier théâtre impro, et j'ai fait donc du coup de l'impro, et c'était super marrant. Il y avait un concours d'impro à la fin de l'année, et j'ai vraiment beaucoup aimé, tu vois, ce concours d'impro. Et ça t'a apporté quoi? Ben en fait, ça m'a apporté la claque de j'ai fait rire des gens sur scène, et je me suis dit bah c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. La sensation de ouf, j'ai pas dormi de la nuit, quoi, quasiment. Tellement l'adrénaline m'a pas lâché de toute la nuit, je me suis dit mais c'est absolument ça que je veux faire. J'ai jamais retrouvé d'ailleurs cette adrénaline, parce que l'impro, il y a quelque chose d'incroyable dans l'impro, c'est que rien n'est prêt. Et en fait, du coup, tu te fais des surprises à toi-même en fait. Et là, j'avais de la chance. Ce soir-là, le public m'appréciait de ouf, et tout ce que je faisais, les gens rigolaient, tu vois. Et j'ai vécu ça vraiment comme une claque, en mode mais c'est ça que tu dois faire, quoi. C'est beaucoup trop kiffant pour faire autre chose. Par rapport à l'improvisation, comment ça se passait les cours d'improvisation avec vous aviez un prof qui vous... Ouais, il y avait un prof qui nous lançait, mais c'était plutôt des ateliers, parce qu'il n'y a pas vraiment de cours. En fait, il y a juste un peu des lignes directrices où on te dit, par exemple, ne jamais dire non, jamais, tu vois, fermer une porte à l'impro. Quelqu'un commence à te parler allemand, tu lui dis pas pourquoi tu parles allemand, on parle français, ou jamais rien refuser, parce qu'en fait c'est des occasions de créer, et donc du coup d'aller loin dans une impro, tu vois. Et surtout des choses comme ça, des conseils, des lignes directrices au niveau de l'impro, mais c'est pas vraiment des cours, quoi. Et alors tu fais donc cet IUT, tu obtiens un diplôme, je suppose que tu sembles quelqu'un de studieux. Ouais, j'ai eu le diplôme. Bon élève, Franjo? En fait, bon élève. Dernière minute. Bon élève. Je sais pas si on peut dire bon élève, mais parce qu'en fait, j'ai jamais été excellent élève, parce que j'ai jamais vu l'utilité vraiment de beaucoup de cours ou d'éducation, donc je faisais vraiment minimum. Tu vois, des trucs d'histoire. Quand ça m'intéressait, que je trouvais ça utile, j'y allais à fond. Mais si je trouvais pas ça utile ou pas logique, vraiment non, quoi. Donc bon élève, ça veut pas dire grand chose. C'est à la carte, quoi. C'est-à-dire que il y avait des choses qui te passionnaient, et là t'étais à fond. Ouais. Et les autres, il fallait gérer, quoi. Ouais. Je suis très travailleur, mais pas bon élève, tu vois. Enfin, je suis travailleur dans le sens où s'il y a un truc où je pense que c'est utile et il faut, rendre un projet, rendre un truc, ben je vais bosser, mais bon élève pour rien, non. Je dis ça parce qu'il y a chez toi un côté artisanal. C'est-à-dire, tu travailles avec ton matériel. On avait fait le podcast avec Jean-Claude Moaka, et également on avait parlé de ce côté-là artisanal. Ouais. C'est-à-dire, j'ai mon matériel, j'ai mes méthodes de travail, j'ai mon produit, et je fais un beau produit à chaque fois, j'essaie de l'améliorer. Ouais. Donc toi, tu es aussi dans cette démarche-là, ouais, exactement. personnellement. Exactement. Et je pense que il y a ce côté artisanal qui est bien, mais il y a un moment, si tu veux évoluer, t'as l'étape bien s'entourer. Oui. Et en fait, ça, quand tu t'entoures bien, ça implique aussi d'avoir des gens qui ont leur matériel ou qui gèrent des matériels différents. Et j'en suis vraiment à ce stade-là où je me dis, ok, là, il faut vraiment que je prenne des gens qui, techniquement, sont compétents et qui vont pouvoir apporter ce que moi, je ne peux plus faire, quoi, parce que par faute de temps, en fait, je peux pas rechercher le meilleur son, la prise son, etc. Je peux pas être partout, je peux pas chercher à améliorer tout. Donc l'artisanat, ça va bien, mais il y a un moment où tu dois te faire aider, quoi. À un moment donné, il y a un cut à passer, quoi. Ouais. C'est-à-dire que t'arrives à un moment donné où tu dois passer une étape, Franchir un palier, ouais. Ouais, en fait, c'est t'entourer d'une équipe. exactement. Et cette étape, bien s'entourer, c'est vraiment le truc qui va faire que tu vas pouvoir passer des étapes, c'est bien s'entourer, quoi. Les équipes que tu emploies, avec qui tu travailles, Ouais. Quand tu fais tes vidéos et quand tu fais ta scène, c'est totalement différent. Ouais, en fait, il y en a qui sont un peu sur plusieurs facettes. Par exemple, je vois un pote avec qui je travaille, Sébastien Lissandrou, qui est photographe et cadreur, et en même temps il assiste sur les tournages, etc. Ouais. Donc il vient, il fait des photos sur scène, mais en même temps il est capable de faire une prise son, et en même temps il est capable de filmer des vidéos, tu vois. Ouais, il est assez doué. Ouais. Sébastien LXD sur Ouais, Insta. c'est ça. Sébastien LXD. Lissandrou, qui fait des très belles photos. Il est avant tout photographe, mais en fait il est un peu couteau suisse, et il est partout, il fait du drone, voilà. Donc tu délègues avec lui certaines tâches. Voilà, exactement. Il y a lui, et il y a évidemment mon frère qui, Oui. alors lui, je dirais,
couteau suisse fois 1000 parce que il est il a fait même des publications pour moi jusqu'à enfin tu vois montage, jusqu'à la réalisation, jusqu'à le cadre de certaines vidéos. Il est venu me filmer sur scène, etc. Donc lui vraiment pareil. C'est en fait je me rends compte que la scène et les vidéos c'est complémentaire finalement et il faut essayer d'avoir une passerelle entre les deux. Et donc forcément les gens qui travaillent pour moi font parfois cette passerelle quoi. Alors justement, après ensuite, donc tu fais ton DUT et l'artistique, il en est où à ce niveau-là, à niveau de ta vie? Est-ce que tu te voyais continuer dans l'artistique? Tu savais pas trop où aller? En fait, j'ai fait le DUT parce que je jouais au poker à l'époque de manière un peu, à plein temps. Attends. On va arrêter 2 secondes. Tu faisais du poker, c'est-à-dire moi, je gagnais ma vie en faisant du poker avant. Joueur de poker pro. Voilà, c'est ça. Je faisais que ça pendant 4 ans. Étudiant en DUT? Ouais, en fait, étudiant, c'était vraiment parce qu'en fait, il fallait que j'ai un statut étudiant pour pouvoir jouer tranquille au poker. Enfin, tu vois, c'était plus ça, tu vois. Ah, c'était toléré. D'accord. C'était, en fait, vu qu'il n'y a pas de statut de joueur de poker, oui. C'était mieux que je sois étudiant, tu vois. Parce qu'on savait pas, à l'époque, surtout, il n'y avait pas trop de cases joueurs de poker, quoi. Ça n'existe pas encore. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 21, 22, quoi. Donc, à 21, 22 ans? Ouais. T'es joueur de poker professionnel? Ouais, 22 ans, ouais, j'ai joué 3 ans non-stop jusqu'à 25 ans, quoi. T'es parti à Vegas? Ouais, j'avais joué les championnats du monde. Championnat du monde? Ouais, enfin, tout le monde peut les faire, hein, mais... Oui, parce que Patrick Bruel a été champion du monde. Voilà. Mais... Et t'es allé jusqu'à quel niveau? Je sais pas trop s'il est champion du monde. Non, ouais. Il est autoproclamé champion du monde, parce que Mousse me fait des signes. Ouais, il arrive en finale, je crois. Ah, ok. Parce que Mousse joue aussi au poker, je crois qu'il a fait une finale, mais il a pas été champion du monde. Ok. Mais comment t'as découvert le poker? Parce qu'à l'époque, ça se développait aussi. Ouais, à l'époque, ça commence à être la fin. Ouais. J'ai découvert à ce moment-là. Et en fait, c'était le début du .fr, donc tout ce qui jouait en France. Et j'ai joué pendant 3 ans. Et d'ailleurs, je connais encore plein de gens du milieu du poker. Le .fr, c'est France. C'est en gros France. Le réseau français des joueurs, quoi. C'est-à-dire que pendant un moment, il y a eu que les Français qui jouaient entre eux. Là, c'est européen maintenant. Et avant, c'était mondial. Ouais, on jouait avec des dollars. J'ai pas connu cette époque-là, j'ai connu la fin des dollars. J'ai besoin de comprendre quelque chose. Ouais. T'as 21 ans. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire, tiens, je vais devenir joueur de poker professionnel? Je suis en droit, en études de droit, je me souviens. Et pendant 1 an, je charbonne à faire 10 heures de cours par jour. Et je me dis, mais c'est plus possible. Parce que, et en fait, je découvre le poker, je sais plus, un bonus. Et de $10, je monte à $100 et ainsi de suite. Et je me dis, ok, je vais essayer, tu vois. Et à la fin de l'année, j'arrête le droit. Enfin, à la fin de la 2e année. Alors que je valide le 1er semestre, je me dis, j'arrête et je fais que ça, je teste. Et en fait, ça a marché. J'ai vraiment, ça s'est bien passé pour moi pendant 3 ans, où j'ai fait souvent top 3 des sites de poker. Donc c'était vraiment très cool. Et c'était vraiment top, quoi. C'était une super époque. Beaucoup de voyages, c'est-à-dire tu partais faire des tournois. Je suis parti de temps en temps faire des tournois, ouais, un peu à droite à gauche. Pas des gros voyages de fou, je voyage plus maintenant qu'à l'époque, mais c'était surtout en ligne où vraiment c'était une compète en ligne tous les soirs, à jouer de 18 à 2h du matin tous les soirs. Donc, et tu prépares comment une partie de poker justement si tu pourrais comparer à une scène, est-ce qu'il y a une préparation à faire? Est-ce que disons que techniquement il y a beaucoup de travail, savoir quoi faire à tel moment des coups, les statistiques, les machins. Stratégiquement, il y a des gros, du travail, ça reste du travail, tu vois. Donc à tel moment de la partie, il faut savoir quoi faire. À tel moment du tournoi, il faut savoir quoi faire. Il y a tout ce calcul. S'adapter à tel ou tel joueur. Donc il y a beaucoup de travail en amont et après les parties, il y a du travail aussi. Parce qu'il faut gérer la charge émotionnelle, c'est-à-dire que quand tu es au poker, faut être cartésien, rationnel, en même temps, il faut être un peu ouf. C'est-à-dire qu'il faut faire y aller à l'instinct des fois. Tu t'étais un peu comme ça? En fait, au bout d'un moment, il y a un peu plusieurs manières de jouer. Il y en a qui jouent uniquement statistique et ils disent, il y a une réponse possible. Sinon, il y en a qui jouent au feeling, il y en a qui jouent... Moi, j'étais un peu entre les deux, quoi. J'étais un peu en mode, là, le timing est bon pour faire tel truc. Et même si parfois, au niveau des statistiques, c'était pas forcément exact. Et ça s'est plutôt bien passé pour moi. Ouais. Je t'avais écouté un soir dans l'émission de poker de Riolo. Ouais. T'avais parlé de Las Vegas. Ouais.
Rappelle-nous comment ça s'est passé à Las Vegas. Ah, t'avais entendu l'histoire où j'étais bloqué. Ouais. Je pars à Vegas et ma carte bancaire est bloquée. C'est compliqué. Au bout de, je sais plus, 3 jours. Et donc, du coup, je dois vivre avec une... Et je me souviens, il me restait quoi, $1,200 pour vivre pendant 10 jours et j'avais un tournoi à $1,100, tu vois. En gros, j'avais $100, tu vois, j'avais calculé pour vivre encore 10 jours. Donc, tous les jours, j'allais prendre ma salade à $3. Tu faisais... Est-ce qu'en fait, je connaissais pas assez bien les gens pour leur demander des thunes et je déteste ça, tu vois. Et j'attendais un virement qui devait arriver au gros casino et il arrivait pas. Et j'étais là avec mes $3. À un moment, un soir, ils font un resto avec tous les joueurs de poker. Ouais. Et moi, je sais qu'il me reste genre moins de $25 pour manger, tu vois. Donc je prends mon truc de guacamole et je dis j'arrête là parce que de toute façon je peux rien, tu vois. Et à la fin de la soirée, ils disent bah les gars on divise, tu vois. C'était plus de $100 par personne. Ah ouais. Et il y a un truc que sur RMC j'ai dit que j'avais payé, mais la vérité ça reste entre nous. J'ai fait semblant d'avoir payé. C'est nous, c'est ça. Je veux dire quand même, parce que là, ça va passer, là. Je le dis entre nous au podcast, parce que maintenant, c'est bon, il y a prescription. En fait, j'ai fait semblant d'avoir payé, et il manquait, du coup, $110, tu vois. Mais non, mais en même temps, mec, il y avait, genre, des gens, ils ont ramené leurs meufs, et ils les comptaient pas dans la division, tu vois. Ah ouais, mec, j'étais en train de régaler des meufs, je dis, mais... Tu leur fais la passe D. Ouais, je te jure. Et surtout que moi, j'avais pas mangé, tu vois, j'avais mangé, genre, un morceau de guacamole à $20, et j'étais dans la merde de ouf. Du coup, j'ai fait semblant de payer et heureusement, sinon j'aurais été en galère le lendemain pour payer mon tournoi, tu vois, à 1000 et quelques. Et donc le bluff, il est passé là. Le bluff est passé. Ouais. Et tu t'es refait avec le tournoi? Non, même pas. Non, je suis parti en fait. J'ai craqué parce que je devais rester... C'est dur parce qu'au States, tu connais personne, t'as pas d'argent, le stress doit être... Ah, c'était un peu compliqué ce voyage à Vegas. Et en fait, ouais. C'était en quelle année? C'était c'était quand ça? C'était avant tout, avant l'IUT et tout, donc ça devait être en 2010, je pense. Ouais, d'accord. Parce qu'en 2011. À Vegas, tout est cher. Donc tu peux pas, dès que tu prends un café, c'est au moins $4-5. Tout est cher. T'avais quel âge à ce moment-là? Ah mais non, c'était pas 2010, je suis con, parce que j'avais forcément 21 ans, donc je devais avoir 23 ans, donc 2013, quoi. D'accord. Un gamin, quoi. T'étais un des plus jeunes, j'imagine. Ouais, j'étais dans les plus jeunes, ouais. J'étais dans les plus jeunes. Français, en plus, il y avait pas beaucoup de Français, normalement, dans le poker. Il y avait des Français qui étaient un peu plus vieux que moi, ouais, ils avaient 30 ans, tu vois. Et non, c'était une bonne expérience quand même. C'était cool. Et t'as vu à l'époque des mecs super connus de l'époque. À ce moment-là, il y avait l'émission avec Patrick Bruel qui passait sur le canal. Donc on commençait à avoir des stars du poker. Ouais. Tu t'en as vu quelques-uns Ben en fait, il y en a un qui était assez médiatisé à l'époque, qui est devenu un de mes meilleurs potes, Tristan Clémenceau, qui était très médiatisé. Qui jouait pour Winamax, il y avait des trucs sur lui et tout. Ouais. Et qui a maintenant fondé un restaurant qui s'appelle La Brigade, sur Paris. D'accord. Donc c'est devenu un très bon pote à moi. Et lui, c'est pareil, on s'est rencontrés dans le poker et c'était un mec qui était très médiatisé à l'époque. Et lui continue à jouer? Non, mais il a plus le temps. Ouais. Comme moi, on a plus le temps. Ouais, on est des retraités du poker. Quoi. Est-ce que le fait d'être comédien, ça aide pour la poker face? Je pense que quand t'es comédien, ça t'aide à mentir. En vrai. Parce que tu t'entraînes tous les soirs à croire à un truc. En vrai, sur scène, tous les soirs, on s'entraîne à croire de nouveau à nos histoires, quoi. Et donc, on est en mode, on arrive vite à switcher dans un mood, pas pour faire rire les gens, mais du coup, on s'entraîne tous les soirs à croire à ce mood comme ça. À se dire, voilà, à ce moment-là, j'étais surpris, mais... Et donc, être comédien, je pense que ça aide à mentir un peu sur notre état d'esprit. Et le poker, ça t'a aidé en quoi pour ta carrière artistique? Ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait moi je suis issu d'une famille nombreuse où il y a pas beaucoup d'oseille. Vous êtes combien d'enfants? On est 4 enfants. Ouais. Et demi. Donc on connaît un frère et une sœur. Hein. Ouais, encore. Ouais, carrément, il y en a encore un autre. Ouais, donc quand t'as pas beaucoup d'argent, déjà tu passes rapidement pour un crevard, tu sais. Alors tu sais les gens, tu vas pas au resto parce que ils disent ouais t'es un crevard alors que juste t'as pas les moyens, tu vois. Donc tu vois, tu dis pas un handicapé qui fait pas de footing, t'es feignant, tu vois. C'est juste qu'il peut pas. C'est pareil quand t'as pas d'oseille. Et c'est pas une blague que je ferai sur scène, ça, hein, c'est vrai. Vraiment, t'as compris. Et d'ailleurs, on fait un démenti, on se désolidarise des propos de Franck. Voilà, exactement. Ça reste entre nous. Et donc ouais. Moi, j'étais bloqué dans cette éducation tu vois, où j'économisais tout. J'étais bloqué là-dedans. Et le poker, ça m'a appris à investir, en fait. À gérer ton argent. Ouais, à investir. Et en fait... À flamber un peu ou pas? Non, investir. Investir. Ouais. C'est se dire, ok, je mets de l'argent,
j'en perds potentiellement, mais je vais potentiellement gagner plus, tu vois, sur le long terme. Et en fait, le détachement de l'investissement, ça te permet, je pense, de sortir de cette mentalité un peu de classe très moyenne où il faut économiser et non pas investir, tu vois. Et je pense que ça, en fait, c'est le déclic qui m'a aidé à un peu je dis pas que je suis riche maintenant, mais je dis que au moins, je suis moins pauvre grâce à ce passé de poker qui m'a juste fait ce déclic d'investissement, quoi. Dans le parcours, c'est intéressant. Ouais. C'est important. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc maintenant, quand tu vas au resto, tu prends pas que du guacamole. Voilà. Ouais, guacamole, tu vois. Voilà. Tu connais des bons plans au guacamole? Le Pitch Club. Donc ta vie, donc t'as les études, t'as le poker et l'artistique. Le stand-up, il arrive. Le stand-up, il arrive comment? Le stand-up, il arrive justement avec cette IUT où il y a le truc D'impro. d'impro. Ouais. Je me dis, je peux pas passer à côté de ça, donc je m'inscris à un cours de théâtre. Le soir, il y a un atelier 5 minutes. C'est où? C'est au So Gymnase, donc So qui est Gymnase. donc à côté du Comedy Club. Je savais même pas que c'était là le Comedy Club d'ailleurs. Et donc je joue, je fais 5 minutes. Enfin, je vais à mon cours de théâtre et j'apprends qu'il y a ça, donc je fais 5 minutes un mois plus tard. Très difficile. Ça, c'était quand? Première scène. C'était 2013. non, c'était plus tard, 2016 quoi. 2016. Ouais. 2016, 2017. 2016. 2016, parce que la Ça première fait- vidéo YouTube, c'est 2016, j'ai vu sur. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, c'est à peu près pareil quoi. C'est ma première vidéo en même temps que ma première scène. C'est-à-dire que ta vidéo, t'avais déjà envisagé de faire des vidéos à ce moment-là? Je me suis dit, il faut que je fasse les deux ou rien. Tu vois. D'accord. Parce que je me suis dit, au moins si ça marche pas dans l'un, ça marchera peut-être dans l'autre, et l'un va apporter l'autre, etc. Tu vois. Je pensais ça déjà il y a 5 ans quoi. C'est-à-dire que c'était un objectif artistique et en même temps pas industriel, mais c'est-à-dire de construction. Ouais, exactement. Ouais, Construire quelque chose et Ouais. donc il te fallait les deux, quoi. ouais c'est ça. Je Et pense tu que sentais déjà à l'époque que la vidéo, ça allait cartonner? non, mais je me suis dit, l'un peut m'aider à l'autre, et je me disais, si j'arrive à construire quelque chose sur les réseaux, ça va peut-être m'aider sur scène. Ouais. Et franchement, oui, ça m'aide, ça m'a ouvert des portes, en fait. Donc c'était deux routes parallèles Ouais, qui se rejoignent maintenant. ouais, et, c'est ça. t'a Et ça permis ça m'a aidé parce que, du coup, les gens, ils disent, il a une communauté, il va venir, on va le faire venir à tel endroit, il va jouer, et Ouais. les gens vont venir le voir, tu vois. Et ouais, ça m'aide à jouer, en fait. Et t'as commencé d'abord par t'as commencé par les vidéos ou par le stand-up? Synchro, quoi. Synchro. Donc Ah en bah, même temps, donc tu fais tes cours ouais. de théâtre. Ouais. Tu travailles tes premiers sketchs. J'achète ma première caméra en même temps. D'accord. Et je Donc déjà, commence. t'investis pour. Est-ce que tu réfléchissais en termes de business plan à l'époque? C'est-à-dire en me disant, voilà, j'ai 4-5 ans devant moi, faut que je fasse ça, 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 ça. Non. t'y allais En fait, à l'instant. quand j'ai commencé, j'ai jamais douté. Je me dis, Ouais. voilà, c'est ma vie. Et j'ai même pas dit, est-ce que je vais réussir ou pas. C'était genre, voilà, je vais faire ça. Tu vois. J'ai même pas pensé, j'ai même pas douté une seconde, quoi. Et je me souviens, ça m'a marqué, j'étais dans une voiture avec des gens, et ils se sont dit, je suis pas sûr que ça marche et tout. Moi, j'ai jamais douté, quoi. Enfin, est-ce que ça marche maintenant? J'en sais rien, mais en tout cas, j'en vis. C'est déjà, pour moi, c'est déjà assez, tu vois. Je suis très content. Puis t'avais le soutien de ta famille, je suppose, parce que. Ouais, carrément, ouais. Il joue dans ma vidéo, il m'aide et tout. Je voudrais revenir à l'époque où tu jouais à la guitare à Nice. Ouais. Tu faisais des blagues pendant que tu jouais? Non. Non, c'était Non. sérieux, c'était pas des chansons marrantes, un peu, tu faisais pas des trucs un peu rigolos. C'était des trucs, bonne ambiance, tu vois. Ouais. Pas, il y avait quand même un Parce peu. que Marie Reynaud, elle a fait beaucoup ça, tu vois, elle Ouais, est ouais. beaucoup dans la chanson et tout marrante. Ouais. Et c'était, Ouais. je voulais savoir, ouais, c'est à l'époque, il y avait déjà un côté Non. un peu Non, marrant, non. c'était que. C'était vraiment, on se La prenait valise. au sérieux, quoi. Ouais. Et non, c'est à la fin, franchement, ça a marché plutôt pas mal. Ouais. Et on avait fait des sacrés attroupements. Et c'est ça qui t'a fait en sorte que tu savais que tu pouvais le faire. À ce moment-là. La musique sérieux, genre en mode où je dois vraiment travailler, avoir une belle voix et tout. Je me voyais pas travailler comme Puis, ça. en termes de captiver les autres, quoi. C'est-à-dire en disant, moi, je peux captiver les autres. Ouais. Donc ça peut être une guitare, ça peut être ma voix, mais je suis capable de le faire. C'est ça Mm-hmm. qui te donnait la force, la conviction que tu pouvais assurer. La conviction que je pouvais assurer ou la conviction que je pouvais Assurer marcher, c'est-à-dire réussir, ouais. fonctionner, c'est-à-dire tu montes Ouais. sur scène, Oui. ça va marcher. En fait, j'ai toujours pensé que si je travaillais, j'allais y arriver, tu vois. D'accord. J'ai pas. Enfin, ce que disait, je crois que c'est Brel qui disait, je crois pas au talent, c'est 95% de travail. Ouais. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais il y a un peu de vrai, quoi. En même temps, le travail avec le talent, c'est lié. C'est-à-dire que si tu as du talent, le travail accompagne le talent. Ouais, bien sûr, ouais. Il y a C'est pas malheureusement, il y a quand même malheureusement une part d'inné, tu vois, Ouais. où tu sais qu'il y en a, tu les vois et tu te dis, mais c'est mort. C'est triste.
Mais tu te dis, mais lui, c'est vraiment pas son truc, quoi. Et ça, peut-être, ça va peut-être te diviser, ou peut-être les gens sont pas d'accord avec moi, mais il y a des gens, tu les vois, ils disent, c'est impossible. C'est bizarre, hein, mais On citera pas de nom, mais. On citera pas de nom, mais t'en vois, et tu te dis, mais même eux sur scène sont pas convaincus, en fait. Mais après, t'as des surprises, des fois, t'as dû voir des gens qui t'ont surpris agréablement. Ouais, non, en fait, non. Alors, donc, toi, tu travailles justement, alors, on va revenir à ça, donc, tu travailles tes sketchs et tu te fais remarquer avec une vidéo que tu fais pour le Jamel Comedy Club. Ouais. Ton premier sketch, on va dire, c'est ton premier 5 minutes. C'est mon premier 5 minutes, ouais. Je crois que j'avais peut-être 1 an de scène max. Et c'était quoi ta vie à l'époque quand tu fais la vidéo? Est-ce que tu faisais je suppose que... Je jouais même pas au Paname encore. Ouais. Mais tu vivais de l'artistique ou parce que c'est compliqué le début de l'artistique. C'est beaucoup de stand-uppers qui ont des petits boulots à côté. Ouais, j'étais encore dans la transition poker où je jouais encore 2-3 fois par semaine et scène, tu vois. D'accord, donc les tournois de poker finançaient ta carrière artistique en quelque sorte. Ouais, en quelque sorte, ouais. Et donc ça se passe comment? Tu savais que t'allais changer là? Bah en fait, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, j'adorais encore le poker. C'était vraiment une passion. C'était pas pour gagner ma vie. C'était parce que j'adorais la compétition. J'ai toujours adoré ça, tu vois. Et je me suis dit, ok, le plaisir de la scène commence à être plus fort que le poker. Donc dès qu'on va me proposer une scène, peu importe, ça va privilégier sur le poker. Et la transition s'est fait comme ça, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est comme tout à l'heure j'en parlais, la charge émotionnelle. C'est-à-dire que l'émotion que tu tirais du poker, celle de scène était plus forte. Ben, en fait, c'est pas la même. T'as l'adrénaline, en fait. Au poker, quand t'es en fin de tournoi et tout, t'as une adrénaline, une peur d'être éliminé, etc. Et sur scène, et puis sur le poker, t'as des frustrations de ouf. T'as du négatif, quoi. C'est-à-dire que en gros, la lumière est forte, mais qui dit grosse lumière dit des zones d'ombre énormes. Et donc c'est plus un soulagement. Et non, en fait, c'est quand tu arrives pas à être premier, quand tu gagnes pas, mais t'es frustré de ouf. Même si t'as fait une énorme perf, t'as pas fait premier, c'est horrible. C'est vraiment, tu te vis mal, quoi. Et j'ai encore des soirées, je me souviens, qui se passaient mal quand je vivais tout seul, où j'étais au fond du gouffre à cause du poker. Et qui sont des soirées, voilà, c'est fait partie de mon parcours, je regrette pas. Et je me dis, j'avais plus la force, envie de vivre ça. Et donc je me suis dit, je vais faire de la scène parce que la scène, en fait, il y a beaucoup moins de frustration, quoi. Je dis pas qu'il y en a pas, il y en a toujours. Mais franchement, là, j'arrive pas à les voir là quand je vous en parle. Pour revenir à la scène, donc toi, tu switches à la scène et au terme d'écriture, c'est-à-dire comment tu commences à écrire tes sketchs? Tu travailles seul? Ouais, je travaille seul. Comment je commence à écrire mes sketchs? Le premier sketch que vous voyez dont on parle au Comedy Club, ça s'appelait Un raciste au Comedy Club, ouais. C'est vraiment un truc que j'ai supprimé parce que vraiment je trouvais ça horrible. C'était que des vannes, on va pas se mentir, hein, qui sont très mauvaises. Et je me dis comment j'ai fait de la télé avec ça, quoi. Et comment j'ai fait genre 5 millions de vues, je l'ai supprimé il y a 4 ans. Si je l'avais laissé, ça tu l'as supprimé, pourquoi? Pour des raisons techniques, la honte de jeu, quoi, la honte totale, ça ressemble plus du tout à ce que je fais maintenant. Et c'est que des lieux communs, que des vannes faciles en train de dire dans le quartier chinois il y a pas un chat, des trucs qui sont drôle, mais entre potes, quand t'es vraiment ivre, et il y a 10 ans, tu vois. Ça ressemble plus du tout à ce que je veux montrer maintenant. Et mine de rien, ça t'a aidé, parce que le sketch a marché, donc ça t'a ouvert des portes. Ça m'a ouvert des portes, et en même temps, ça peut t'enfermer, parce que les gens qui veulent pas ce genre d'humour dans leur lieu, voilà, ils te voient et ils te collent une image de mec ringard qui fait des vannes claquées pendant longtemps. Et ils ont raison. Mais après... voilà, l'essentiel c'est d'évoluer et de se dire de toute façon on est toujours les ringards de demain, donc l'important c'est de travailler, de continuer d'essayer d'écrire de nouvelles choses plus actuelles, plus modernes, de surprendre le public et de pas de rester dans des blagues faciles, quoi. Alors comment on fait justement pour repartir sur un nouveau sketch une fois que t'es au Comedy Club, parce que je suppose qu'après faut évoluer vers d'autres choses. Comment tu t'es organisé pour développer ton spectacle? Comment tu fais pour travailler? Oui, c'est quoi ta méthode? C'est quoi le conseil que tu pourrais donner justement pour repartir de zéro? Voilà. Parce que... Pour repartir de zéro, disons qu'à l'époque ça m'a pas gêné parce que tu fais partie du Comedy Club, du coup dans des plateaux, ça veut dire qu'en soi t'as un peu validé, donc tu peux jouer quand même un peu à des endroits, ça c'est cool, tu vois.
Et puis moi je commence à avoir une communauté grâce à mes vidéos à côté, parce que je faisais des vidéos. Et donc je pouvais jouer un peu où je voulais, pas où je voulais, mais un peu à droite à gauche, quoi. Et je réalisais pas en fait à l'époque que c'était vraiment pas terrible, tu vois. Et je l'ai réalisé assez vite, heureusement. Et je pense que il faut pas s'enfermer dans des trucs ou moi je dirais que la clé c'est vraiment le travail, quoi. Essayer d'écrire mieux et plus pertinent tous les jours, tu vois. Et là je suis à fond là-dedans, j'ai vraiment envie d'écrire mieux et moins facile, quoi. Tu te mets en difficulté. Ouais, c'est trop, mais c'est chaud, vraiment. Et donc, En toi, quoi Pardon. En quoi? En quoi qu'est-ce que justement Pourquoi c'est chaud? Ouais, c'est comment tu pourrais décrire ça Ben en fait, c'est que faut éviter tout ce qui peut être attendu, en fait. Première vanne, quoi. Ouais, faut éviter, Ouais. et puis il faut être pertinent et il faut voilà, j'aime bien comment dire. Ouais, j'ai envie d'apporter de faire rire les gens plus fort, parce qu'en fait par des choses où tu peux pas attendre et où tu te dis ah c'est pertinent et ça me surprend. J'ai envie d'évoluer, d'écrire mieux, tu vois. J'ai envie de ça, tu vois, et je pense que heureusement que je regarde ces sketchs avant et je me dis que c'est nul, parce que ça voudrait dire que j'ai pas travaillé ou que j'ai pas évolué depuis, et donc quelque part c'est un peu rassurant, quoi. Et tu passes par un metteur en scène, tu fais tout seul. Ouais, je fais tout seul pour l'instant, ouais. Je fais tout seul. Ouais. Et tu fais comment? Parce que tu t'enregistres quand t'es sur scène, sur les passages, Ouais. tu réécoutes. Ouais, Pour certains ou comme tout le monde, je pense que Ouais. tu t'enregistres et tu écoutes, et en réécoutant déjà tu te dis ah peut-être je peux rajouter un truc là, peut-être je peux tirer ça, peut-être ça c'est un mot de trop, ou ah il y a une idée en plus, tu vois, et c'est comme ça qu'on écrit des nouvelles choses, et ouais, c'est comme ça qu'on travaille, je pense. Là, on est en train de faire le podcast au Paname. Comment t'es venu ici la première fois? Et qu'est-ce que tu vois dans ces murs-là, quand t'es là? t'évoques quoi comme souvenir? Bon, mauvais. La première partie de Tony Saint-Laurent. En fait, c'est Tony Saint-Laurent que je trouve toujours très fort sur scène. C'est toi qui l'as contacté ou c'est lui qui t'avait repéré, il t'a dit viens. En fait, il m'a vu jouer au Café Oscar et il a kiffé, parce que c'est vrai que on a un peu sur pas mal de vannes, on a un peu les mêmes manières d'écrire. Ouais. En fait, même parfois j'ai un peu ce ton Ouais. tu sais, nonchalant et tout. Donc en fait, finalement, il y a j'ai l'impression qu'il y a des choses ou des moments où on se ressemble un peu, tu vois. Donc il a kiffé un peu ce que je fais et il a dit viens si tu veux, je fais mon spectacle au Paname, viens faire la première partie, tu vois. J'étais chaud de ouf. Et je suis venu et j'ai commencé à regarder son spectacle et à lui donner des idées en regardant son spectacle tous les soirs, hein, c'était toutes les semaines, je crois. Et je regardais, j'écrivais, et on débriefait, et je lui disais ouais, moi je pense que ça tu pourrais peut-être faire ça. Et voilà, donc j'ai fait ça gratuitement, mais en fait ça m'a beaucoup apporté, quoi. Parce que déjà je suis rentré au Paname. Ça, c'est grâce à lui. Et puis, j'ai vu Tony travailler, et ça apprend, en fait, à travailler. Il m'a un peu montré les méthodes de travail, un peu, parce que c'est quelqu'un qui avait de la bouteille à l'époque. Ça faisait déjà 5-6 ans qu'il jouait, je crois. Donc ça fait un stage intensif. Ouais. Beaucoup d'humoristes qu'on a fait ici en podcast nous répètent la même chose. Ici, c'est la salle de travail, la salle de gym, là où on bosse. C'était ça aussi pour toi? C'est un endroit où on travaille? Au début, pas du tout. En fait, au début, je voulais gagner ma place, donc c'était un endroit où il fallait que je brille. Donc je travaillais ailleurs et j'arrivais au Paname et c'était le Graal, et il fallait que je fasse tous mes hits vraiment, pour que s'il y avait une oreille qui était tendue, se dire lui on va le mettre à 20h. Et ça a marché, puisque après je crois que Kader Aoun, qui est on va dire le directeur artistique du Paname, m'a entendu, il m'a dit viens jouer un peu plus tard. Et voilà, après j'ai gagné ma place, j'ai conforté, j'ai fait une croix sur mon été, je me souviens. Parce que tous les humoristes partent en juillet-août, les confirmés. Et là, c'est la place à ceux qui ont la niaque et qui restent tout l'été. Tu vois, l'été, il n'y a plus personne au Paname. Ouais, il y a que les nouveaux. C'est pas la même programmation. Non, il y a que les nouveaux. Même les programmateurs le savent. Et donc, je suis resté tout l'été. J'ai travaillé tout l'été. Donc là, comme on dit, t'as bombardé. J'ai bombardé. J'ai travaillé tout l'été. Et j'ai serré les dents jusqu'à septembre, octobre, et je suis resté toute l'année au Paname. Ouais. Et je voulais vraiment faire ma place au Paname, parce que je savais que ça me ferait progresser. Et pour moi, c'était un énorme cap dans ma carrière d'humoriste d'être au Paname, tu vois. C'était un cap de ouf. D'accord. C'était
Il fallait que je sois au Paname pour avancer, quoi, pour travailler. C'est un lieu qui t'oblige à performer, c'est-à-dire à puis être toujours bien, quoi. Et c'est un lieu où, en gros, les gens se disent, bah, lui, il est pas mauvais sur scène, quoi. Et rien que ça, c'est énorme. Parce qu'au début, quand tu commences, les gens ne font pas confiance, quoi. Et les gens ne font pas confiance. Et quand t'es programmé au Paname, enfin, en tout cas, à mon époque, et encore maintenant, bah, t'es programmé au Paname, donc t'es validé, donc c'est-à-dire que t'es un peu marrant, quoi. Et ça, c'est super important. C'est la première étape, quoi. Oui, parce que les gens viennent au Paname pour le lieu et moins pour la programmation, parce qu'ils savent qu'ils vont à retrouver force, un voilà. certain niveau de blague. À force, les gens vont au Paname et ils font confiance à la programmation. Et donc, du coup, c'est-à-dire quand tu fais confiance, c'est énorme, quoi. Et on t'a vu il y a un an au Point Virgule. Ouais, juste avant le couvre-feu. Ah ouais. C'est un spectacle que t'as préparé pendant combien de temps? Bah, du coup, j'ai écrit des bouts de vannes petit à petit pendant 3-4 ans, quoi. D'accord. Ouais. Là, tu le rejoues actuellement. Ouais, je le reprends. Comment ça se passe? Tu t'as mis d'autres choses dedans? Ouais. Tu l'as. Bah là, je suis pile dedans. Je suis pile dans la réécriture. Ouais. J'ai décidé de changer pas mal de choses, notamment l'ordre et de mon spectacle. Avant, je faisais des chansons, ça me va plus. Du coup, je vais les enlever, compléter avec d'autres choses. On te verra plus chanter sur scène? Peut-être une, mais c'est même pas sûr. J'ai l'impression que ça me va plus trop de chanter. Ça m'a saoulé, tu vois. En fait, ça m'a saoulé. Comme un petit bonus, quoi. Voilà, mais ça m'a saoulé parce qu'il faut prendre sa guitare, tu vois. Et moi, je viens de Melun et franchement, rien que pour ça. Rien que pour ça, c'est vrai que c'est relou. Ouais. Alors justement, donc à côté, tu développes ton stand-up et tes vidéos. Maintenant, t'as une grosse communauté sur Facebook, sur YouTube. Ouais. Et ça, enfin, tu t'es énormément professionnalisé et t'as donc ton studio de production chez toi, à domicile, en famille. Ouais, alors, c'est ça. Ça se passe comment au quotidien pour la partie création de vidéos? Tu fais des réunions où ça débrief, ou si t'as une idée, tu dis tiens, faut que je fasse un sketch là-dessus, et après ça part. Bah, j'ai un groupe WhatsApp avec le noyau dur des gens avec qui je travaille. Donc dedans il y a mon frère, il y a Rémi Dumas et Sébastien Alexandrou, on en a déjà parlé. Rémi qui est la pièce rapportée depuis 2 ans maintenant, mais qui a apporté énormément. Sympa pour lui. Ouais, ben il sait qu'il est pas là depuis longtemps, mais c'est une pièce importante quand même. C'est une pièce qui m'a fait franchir une grosse étape dans la réalisation de vidéos. Je le vois sur la dernière vidéo où la réalisation est devenue vraiment en termes d'image ou de technique? En termes d'image, de réal et en termes d'image et de mise en scène, etc. Lui, il m'a vraiment apporté énormément, tu vois. Depuis, moi, ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble. C'est quelqu'un qui est très pro et qui est très, tu vois, investi. Et donc, voilà, c'est le noyau dur. C'est donc Rémi Dumas, Sébastien et JR. Et donc, on met des idées sur un groupe WhatsApp qu'on a ensemble et de ce qu'on pourrait traiter, ce qu'on va faire. Rémi me donne des idées aussi de vidéos. Mais sinon, je fais 95% du travail de recherche et d'écriture, quoi. Les dialogues, c'est plutôt toi qui les écris? Ouais, j'écris tout, ouais. J'écris tout, ouais. Et le casting, comment ça se passe en général? Disons que j'écris un bon truc, enfin, que j'estime bon, voilà. Et ensuite, je pense à différents acteurs, je leur propose. Et généralement, je demande généralement à Félix qui dit non. Et ensuite, je prends quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vas refaire des vidéos comme tu faisais avant, les entretiens d'embauche, ce genre. Ouais, j'en ai refait, ouais. J'ai fait Auto-École 2, là, qui va sortir, je pense, dans 1 mois. C'est un des plus gros succès. Ouais. Auto-École. Le premier Auto-École a cartonné. 25 millions. 25 millions. 25 millions sur Facebook. Ouais. Et sur YouTube. Plus d'1 million, je crois. Ouais, parce que c'est plus dur d'aller sur YouTube, de capter l'audience. C'est difficile, ouais. Parce que tu peux pas partager les vidéos, contrairement à Facebook. C'est ça, exactement. Ouais. C'est plus difficile d'atteindre des gens sur YouTube. Donc, Auto-École 2 avec Émeric Lompré et Sophie Laverne, qui va sortir là dans 1 mois, je pense. Oui. Donc, c'est comme des sitcoms, en fait. T'as créé des sitcoms, t'as créé des séries. Et donc, tu les prends de temps en temps, tu switches, des fois, c'est donc, voilà. Mais j'aime bien prendre les gens, les acteurs, qui font aussi du stand-up. C'est d'ailleurs dans mes vidéos, il y a beaucoup de gens qui font du stand-up parce que j'aime bien mettre en lumière ces gens-là parce qu'il y en a qui savent jouer, quoi. Justement, c'est la question par rapport au stand-up que je voulais te poser, c'est tu dis que tu penses qu'un stand-upper sait jouer la comédie, même s'il a pas forcément une formation théâtrale. Je pense que le stand-up, on dit que le stand-up c'est raconter une histoire comme voilà. Je pense qu'il y a énormément de jeu dans le stand-up et si ça se voit pas, c'est justement parce que le jeu est bien fait, tu vois. Il faut avoir l'impression de découvrir tous les soirs, plusieurs fois même par soir, ce qu'on dit. Et ça, mine de rien, au niveau du jeu d'acteur, si t'es faux, c'est vraiment pas drôle, quoi. C'est hyper important d'être bon comédien, je pense.
Alors évidemment, t'as pas une gamme de comédie qui est extrêmement large parce que tu joues toujours un peu le même personnage, mais au moins tu le joues bien, quoi. Un mec comme Jimo, il maîtrise son personnage à mort, ou même Paul Mirabel, ou ceux qui ont un personnage comme ça, ils le maîtrisent à mort parce qu'ils le font tous les soirs, quoi. Par rapport aux autres comédiens avec qui tu travailles, tu vas les voir sur scène aussi. Comment ça se passe? Tu les étudies avant? Comment tu fais ton casting? Bah disons que avec le temps là, j'ai travaillé avec beaucoup de gens. Et je sais qui est fort et sur scène et en vidéo, tu vois. Je trouve qu'un mec comme Ahmed Sparrow, qui est très bon comédien, enfin qui est bon, très très bon stand-upper, est sous-coté en termes de comédie, tu vois. Je le trouve très bon comédien et je trouve que les gens l'utilisent pas assez. Et donc du coup, je sais que j'ai des talents comme ça bruts qui sont là à disposition, qui sont chauds en plus, et qui sont là pour venir jouer dans mes vidéos. Et du coup, en plus, on se connaît bien, donc l'ambiance sur le plateau est vraiment bonne et ça aide à faire du bon taf, quoi. Oui, parce que c'est un bout en train à mettre dans la vie de tous les jours, donc c'est vrai que... Voilà, exactement. Est-ce que tu as des influences télé, cinéma, musique? Qu'est-ce qui t'inspire? Télé, cinéma, musique. En fait, au niveau YouTube, en fait, j'avais commencé à faire ces vidéos là où il y a 3 personnages. Et on m'a parlé du Palma Show, on m'a dit ça ressemble au Palma Show et tout. Du coup, j'ai regardé, et je sais pas si moi, je me suis fait influencer, ou si moi, j'avais fait un truc qui ressemble, et je dirais que ça ressemble, c'est un peu dans la lignée du Palma Show parfois, quoi. Il y a même des inconnus à l'époque. Il y a des inconnus. Il y a, sur certains formats, notamment, vraiment, on me l'a sorti de ouf, Vaccination. On m'a dit que c'était vraiment les inconnus. Voilà, j'ai fait une vidéo à l'hôpital, quoi, et je sais qu'ils ont fait une vidéo un peu pareille. Et il y a vraiment on m'a dit que ça ressemblait aux inconnus. T'avais des souvenirs de fait quand t'étais petit, t'avais regardé ça avant à la télé? Ah mort, j'adorais les inconnus. Ouais. Donc c'est quelque chose qui dans ton cerveau c'est quelque part. Ça a pas vieilli, ouais. Puis sur scène, des machines, quoi. C'était trop marrant. T'as vu leur spectacle sur scène, enfin les... Ouais, ce que Télémagouille, les trucs comme ça là. Ça c'était ce qui me faisait le plus rire, c'est que quand il y en avait un des 3 qui voulait faire rire les autres, quoi. Avec le but, on voyait qu'il se retenait de pas craquer, quoi. Ouais. Ça c'était vraiment et tu sens que le public a capté et que c'est encore plus marrant. Et toi tu te situes dans cette lignée-là, c'est-à-dire d'humoristes qui font un peu de tout, quoi, de la vidéo et de la scène sans problème. Je me situe pas dans la lignée des inconnus parce que pour moi c'est des mecs c'est mes idoles, tu vois. Donc j'essaie d'atteindre un niveau de drôle. Voilà, si j'arrive à atteindre 10% de ce qu'ils ont fait, j'en serais très heureux. Voilà. Mais je me situe dans les mecs qui essaient de faire de la vidéo et de la scène et d'essayer de faire bien les deux et faire rire. Voilà, et faire rire. Parce que l'objectif c'est de faire marrer. Exactement. Alors justement, donc t'as un spectacle qui tourne, t'as une chaîne YouTube et Facebook avec une grosse communauté. C'est quoi les prochaines étapes au niveau 2022, artistique? comment tu vas? Qu'est-ce que tu peux nous en dire après? Ouais. En fait, moi j'aimerais bien. En gros, j'ai envie de faire un film. J'ai vraiment envie de faire un film. Pour le cinéma ou genre Netflix, Amazon, tout ça? Pour le cinéma, ouais. Pour le cinéma, ça j'aimerais bien. Et avant, j'aimerais bien faire un court-métrage avec une diffusion dans une grosse salle. Et derrière, un spectacle de stand-up avec des gens qui auraient participé au court-métrage. Ça fait partie de mes projets. Je sais pas encore où ça en est, tu vois, mais parce que c'est beaucoup de travail. Ouais. Et pour l'instant, je travaille mon spectacle, donc je peux pas être partout. Dans mes projets, il y a ça. Il y a ce court-métrage qui serait un peu plus travaillé pour voir si une diffusion dans une grande salle d'un court-métrage, déjà, ce que ça donne, tu vois, pour prendre de l'expérience. Et puis, éventuellement, ensuite, produire un film, ou coproduire un film, quoi. Que tu réaliserais toi-même, c'est-à-dire que je co-réaliserais, notamment avec Rémi. D'accord. Et voilà, et le noyau dur qui... Là, il y aura des grosses caméras. Voilà, c'est ça. Ouais. Une vraie équipe technique, des preneurs de son. Enfin, exactement, On sera moins dans l'artisanat. Écoute, merci, c'est super. Merci bravo, Franjo. Juste, merci à vous. Pour terminer, un conseil que tu pourrais donner à un jeune stand-upper ou comédien qui démarre. Un jeune comédien qui démarre, si il sent qu'il doit faire ça, fonce. Réfléchis pas, quoi. Vraiment. Faut y aller. Moi, je regrette vraiment absolument pas d'avoir fait ça, quoi. Et surtout, tout expérimenter, c'est-à-dire tenter des trucs, faire des projets. Franchement, prendre des risques. Exactement. Très bien. Merci, super. Franjo. Merci, Franjo. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, on s'écoute, on se rejoint la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Ciao. Le Pitch Club.